L'Organisation mondiale de la santé appelle à ne pas considérer le variant Omicron comme moins dangereux, même si les symptômes sont plus légers. En Autriche, une clinique a commencé un projet pilote de traitement par anticorps monoclonaux pour des patients atteints de Covid-19. Au Kazakhstan, les manifestations contre le pouvoir ont déjà fait des dizaines de morts. Le gouvernement kazakh a reçu le renfort de troupes russes. Aux États-Unis, Joe Biden s'en est pris à son prédécesseur et à ses partisans, un an jour pour jour après l'assaut contre le Capitole. Le président américain les accuse d'avoir cherché à renverser la Constitution. Face à la propagation d'Omicron, l'Organisation mondiale de la santé a lancé un avertissement ce jeudi. Pas question de considérer ce variant comme moins dangereux, même si les symptômes sont plus légers. Même si Omicron semble être moins grave que Delta, surtout chez les personnes vaccinées, cela ne signifie pas qu'il faille le considérer comme bénin. Omicron entraîne des hospitalisations et tue des gens. Le tsunami de cas est tellement énorme et rapide qu'il submerge les systèmes de santé du monde entier. Au Portugal, l'obligation du télétravail en vigueur depuis le début de l'année est prolongée jusqu'au 14 janvier, date à laquelle les bars et discothèques pourront notamment rouvrir leurs portes aux clients munis d'un test négatif. Les écoles portugaises rouvriront quant à elles ce lundi après une semaine de prolongation des vacances scolaires. Autre information à retenir, les voyageurs qui arrivent par avion dans le pays devront continuer de présenter un test négatif au moins jusqu'au 9 février. Selon des experts, la Norvège pourrait connaître une augmentation des cas de Covid dans les prochaines semaines en raison d'Omicron. Le pays compte jusqu'à présent l'un des plus faibles taux de contamination d'Europe. En Autriche, le gouvernement a décidé de rendre obligatoire le port d'un masque FFP2 à l'extérieur si 2 mètres de distance ne peuvent être respectés. Plus filtrant qu'un chirurgical, ce masque était déjà obligatoire dans les transports et les lieux publics fermés. Après 2 ans de pandémie, les traitements contre le Covid-19 se multiplient. En Autriche, dans une clinique de Vienne, un projet pilote de traitement par anticorps monoclonaux a débuté pour des patients atteints de Covid-19. Le médicament, connu sous le nom de Sotrovimab, est utilisé pour traiter les patients Covid-19 à haut risque, mais présentant des symptômes légers et ne nécessitant pas d'oxygène supplémentaire. Ce traitement s'adresse dans un premier temps aux patients atteints d'immunodéficience, souffrant d'un cancer ou de maladies chroniques, comme le diabète ou les rhumatismes inflammatoires chroniques. Nous choisissons d'abord ces patients-là. L'idée est de sélectionner des anticorps naturels et de les reproduire artificiellement pour les administrer ensuite en traitement, généralement par une perfusion. L'Agence européenne des médicaments avait approuvé en décembre ce nouveau traitement en affirmant qu'il réduisait considérablement les hospitalisations chez les patients à risque. La situation reste explosive au Kazakhstan où des émeutes à travers le pays ont déjà fait des dizaines de morts. Une hausse du prix du gaz a déclenché cette vague de colère inédite qui a pris par surprise le pouvoir kazakh. Le président Kassym-Jomart Tokayev, qui avait sollicité l'aide de Moscou, a été entendu. Des troupes sont arrivées de Russie dans le cadre du déploiement d'une force collective de maintien de la paix. Ces troupes vont permettre au président Tokayev de conserver le pouvoir, souligne cet analyste politique russe indépendant. Mais en contrepartie, il va perdre une part de souveraineté sur son propre État. Il dépendra davantage de la Russie. Vladimir Poutine ne manquera pas cette occasion. Almaty, la capitale économique du Kazakhstan, porte les stigmates des émeutes. À travers ces violences, les Kazakhs expriment un sentiment de ras-le-bol face à une précarité grandissante et un régime autoritaire qui accapare les richesses du pays. C'était il y a un an, l'assaut contre le Capitole à Washington. Des milliers de partisans de Donald Trump avaient fait irruption dans le Congrès américain. Leur intention, empêcher l'officialisation de la victoire de Joe Biden. Ce jeudi, l'actuel président s'est exprimé dans les lieux mêmes où s'était déroulée l'attaque.
Ce n'était pas un groupe de touristes, c'était une insurrection armée. Ils ne cherchaient pas à défendre la volonté du peuple, ils cherchaient à nier la volonté du peuple. Ils ne cherchaient pas à défendre une élection libre et juste, ils cherchaient à outrepasser une élection. Ils ne cherchaient pas à protéger la cause de l'Amérique, ils cherchaient à renverser la Constitution. Dans son discours, Joe Biden ne s'en est pas pris seulement aux partisans de Donald Trump, il s'en est pris au milliardaire lui-même, sans le citer. Avant même le scrutin, l'ancien président distillait le doute sur les résultats des élections. Il a bâti son mensonge au fil des mois. Il ne s'appuyait sur aucun fait. Il cherchait juste une excuse, un prétexte pour couvrir la vérité. Ce n'est pas seulement un ancien président, c'est un ancien président battu. Battu avec une marge de plus de 7 millions de vos voix. Donald Trump a rapidement réagi, dénonçant, je cite, un théâtre politique destiné selon lui à détourner l'attention du fait que Biden a complètement et totalement échoué. Et le milliardaire républicain a affirmé une nouvelle fois que l'élection de 2020 était truquée. Il y a tout juste un an, le monde, stupéfait, assistait en direct à l'envahissement du Capitole par des partisans de Donald Trump. Retour sur cette journée historique. À midi, Donald Trump prononce un discours devant une foule de fidèles. Il affirme, sans en apporter la preuve, que l'élection lui a été volée et demande à ses supporters de se rendre au Capitole en déclarant « battons-nous comme des diables ». Très rapidement, des milliers de manifestants prennent d'assaut le siège du Congrès. Le but est de bloquer la certification de la victoire du démocrate Joe Biden. Les pro-Trump parviennent sans trop de difficultés à franchir les barrages de policiers, trop peu nombreux pour résister, et pénètrent à l'intérieur du bâtiment. La horde de manifestants progresse dans les couloirs. Certains d'entre eux sont équipés de casques anti-émeutes, de boucliers, de crosses et de battes de baseball. Au même moment, le vice-président Mike Pence et de dizaines d'élus américains tentent de se mettre à l'abri dans les sous-sols du Capitole. Les intrus accèdent à l'hémicycle de la Chambre des représentants ainsi qu'au bureau des parlementaires. Ils se photographient, se filment, certains cassent du matériel, d'autres s'octroient des souvenirs. Ce n'est qu'après plus de 2 heures de flottement que Donald Trump appelle les manifestants à rentrer chez eux. Une évacuation qui ne sera pas sans violence, avec de nombreux blessés et 4 morts parmi les émeutiers. Finalement, le Congrès validera bien la victoire de Joe Biden, mais ce 6 janvier 2021 restera comme l'une des journées les plus noires de l'histoire de la démocratie américaine. Il aura fallu 7 ans pour en arriver là, mais ce matin, la Cour européenne des droits de l'homme a rejeté l'affaire dite du gâteau gay. Dans un arrêt, elle a déclaré irrecevable la plainte déposée par le militant gay nord-irlandais Gareth Lee contre le Royaume-Uni. Pour résumer l'histoire, en 2014, Gareth Lee s'est rendu dans une boulangerie chrétienne de Belfast, en Irlande du Nord, pour commander un gâteau portant le slogan « Soutenez le mariage gay » et représentant les personnages de Sesame Street, Bert et Ernie. C'était à l'époque où le mariage homosexuel était illégal en Irlande du Nord. Bien que la boulangerie ait accepté sa commande et son argent dans un premier temps, elle l'a refusé quelques jours plus tard. Selon ce professeur de droit européen, cette affaire est particulièrement délicate. Écoutez-le. La plupart des affaires dont la Cour européenne des droits de l'homme se saisit sont celles où un État viole les droits de l'homme d'une personne. Mais dans ce cas, il s'agit en fait de 2 parties privées qui s'affrontent dans un conflit qui concerne la liberté de religion, la liberté d'expression. J'ai également parlé à l'avocat de Gareth Lee. Écoutez. Monsieur Lee a mis beaucoup d'efforts, de sueur et de larmes dans cette affaire et je pense que la fermeture de ce dossier, dans un sens, est une bonne chose. Mais il est déçu. Ce type d'affaire peut ne pas se terminer parce que la Cour européenne ne s'est pas attaquée au problème, n'a pas apporté de clarté et par conséquent, l'incertitude en Irlande du Nord demeure. Le professeur de droit européen Tobias Locke affirme que c'est une occasion manquée au niveau européen. N'oublions pas que la Cour européenne des droits de l'homme statue sur des affaires au nom de 47 États. Ces affaires sont contraignantes pour 47 États, dont beaucoup n'ont pas un très bon bilan en matière de droits de l'homme, en particulier en ce qui concerne les personnes LGBT. Ce professeur laisse entendre que si la Cour l'avait vraiment voulu, elle aurait pu juger l'affaire recevable.